Bonjour Monsieur Ravet. Bonjour. Alors Bernard Ravet, donc vous avez été principal de 3 collèges dans des quartiers difficiles de Marseille entre 1999 et 2012. Et vous en avez écrit un livre dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. Le livre est sorti en septembre. Dans ce livre, vous dénoncez notamment les tentatives d'entrisme de l'islam au sein des établissements scolaires que vous avez dirigés. La première question qu'on se pose en lisant votre livre, c'est, puisque c'était si grave, pourquoi vous ne l'avez pas écrit plus tôt, ce livre, quand vous étiez encore aux affaires? Tout simplement, il y a d'abord le devoir de réserve, et puis je crois que c'était totalement impossible d'écrire ce livre sans citer des lieux, des noms, des faits. Et si j'avais choisi de l'écrire au moment où j'étais en exercice, j'aurais été obligé d'anonymer. Et ça ne devient plus la réalité, ça devient une fuite de responsabilité. Alors c'est un choix, le choix d'être en dehors du système, mais pas avec trop de distance, 2 ans après, de pouvoir décrire ce que j'ai vécu. Alors ce que j'ai essayé de faire dans cet ouvrage, en collaboration avec un de vos collègues, Emmanuel Davidenkoff, rédacteur en chef au Monde, c'est de montrer ce que j'ai vécu de l'intérieur. Un peu comme Véronique Vasseur, médecin-chef des prisons, a en 2002 décrit ce qui se passait à la santé. Ce livre, c'est un témoignage, c'est un roman de vie, c'est du quotidien brut, du quotidien parfois violent, mais aussi du quotidien dans lequel on voit qu'il y a des profs qui se battent et aussi, dans des conditions parfois extrêmement difficiles, des élèves qui réussissent. Oui, des choses positives dans votre livre, mais beaucoup de violence, vous le disiez, avec ce titre un petit peu provocateur, hein, Imam de la République. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, ce titre, il paraît provocateur. On me pose souvent la question de me dire, est-ce que c'est un choix d'éditeur? Pas du tout. Ce livre, c'est tout simplement le fait que, à un moment donné, quand on est dans une situation de ghettoisation, comme disait Manuel Valls à propos de certains quartiers où on a... D'apartheid, Manuel. Il a même parlé d'apartheid, oui, mais je dirais que pour moi, ce phénomène où il y a des quartiers où une religion est dominante à 95%, où certaines familles sont sous l'emprise de certains imams qui, j'allais dire, ne font pas de la Déclaration des droits de l'homme leur livre de chevet, il est important de se positionner. Et sur certaines familles qui refusaient le règlement intérieur, qui refusaient le respect des profs, je le disais, ici, c'est un peu comme à la mosquée. Ici, notre religion, c'est la République, et ici, c'est moi l'imam. Est-ce que dans ce titre, il y a aussi la volonté d'exprimer l'opinion qu'il y a des sujets qu'il est encore difficile d'aborder? Effectivement, moi, dans ce titre, il y a le où et le point d'interrogation qui pose le titre. C'est qu'à certains moments, je me demandais quel était mon métier. C'est-à-dire que moi, j'avais été formaté ou formé pour diriger un collège, et par moments, j'étais plus là pour faire respecter la loi républicaine que de vraiment faire fonctionner un établissement scolaire. On se dit à la lecture de votre livre que finalement le travail de principal, ou en tout cas comme on se l'imagine, le travail sur la pédagogie, l'encadrement des équipes, finalement ça occupe très peu de votre temps, hein. Les 15 premières pages, c'est vous expliquez, vous êtes quasiment plus souvent au commissariat pour porter plainte suite à des violences, à des dégradations, plutôt qu'à faire votre métier, votre premier métier? Exactement. Je pense qu'on est dans des situations qui sont des situations extrêmes. On est dans des situations où je comparais parfois ma fonction. Il y a un des chapitres du livre qui dit directeur d'ONG pédagogique. C'est parce que, d'abord, derrière tout ça, il ne faut pas qu'on se méprenne. Il y a des élèves qui sont en souffrance. La violence n'est pas, j'allais dire, une culture en soi. Si des élèves sont violents, c'est qu'à un certain moment, ils sont en souffrance, et que tout le travail, avant de pouvoir faire fonctionner l'établissement, mais c'est pareil pour le prof dans sa classe, c'est un travail d'apaisement.
Et puis c'est aussi un travail social, parce qu'on est dans certains quartiers. 2002, les territoires perdus de la République. On est dans certains quartiers où le collège est le seul service public et l'école primaire sont les seuls services publics qui restent. Et à un certain moment, ça devient le réceptacle des souffrances d'une population. Et c'est vrai que le travail de pédagogie pure et dure passe un peu au deuxième plan. Vous dites personne n'a envie d'être là, ni les élèves qui préféreraient être dans un autre établissement, ni les parents d'élèves qui préféreraient que leurs enfants soient scolarisés ailleurs, ni les professeurs qui n'ont pas demandé spécialement à venir dans ces établissements-là en zone d'éducation prioritaire. Vous dites aussi les programmes ne sont jamais bouclés. Finalement, les cours, l'éducation, ça passe au second plan. Dans ces établissements-là, on a décidé de dire tant pis, on va... Je crois pas qu'on a décidé, je crois qu'on est sur un principe de réalité. On est face à une institution qui se voile la face. Rappelez-vous, 2004, une partie du livre y fait allusion, le rapport Aubin sur la montée des difficultés face aux religieux, un ministère qui... alors le rapport Aubin, c'est un inspecteur général de l'éducation nationale, hein, un peu la police des polices, qui vient enquêter, qui enquête ils sont 10, il y a 36 établissements audités en France, et le ministère met ça sous le tapis. J'allais dire, quand le rapport PISA dit que les maths vont mal, le ministère dit, qu'est-ce qu'on fait? On augmente. Là, on cache le problème. Alors, je crois qu'il y a deux choses. Il y a d'abord la difficulté que le politique a eu de reconnaître qu'on a un tissu social, une cartographie très délabrée, et puis d'un autre côté, une institution, j'allais dire, je ne veux pas cracher dans la soupe, mais quand on voit les réactions, même sur des faits qui ont un certain nombre d'années, du recteur de l'Académie d'Aix-Marseille qui dit « Ah, c'est plus pareil », mais qui se retrouve quand même dans une interview au Figaro de dire ah oui, mais moi j'ai un souci parce qu'il y a des écoles clandestines qui se développent, ça veut bien dire que le religieux tape à la porte. Alors moi je dirais que mes élèves soient croyants et croient en l'islam, c'est pas un problème. Où le problème se pose, c'est quand on passe d'une croyance à le fait que ces élèves sont sous l'emprise d'un certain nombre de mosquées salafistes à Blire qui inculquent à ces élèves une notion, et moi je dirais qu'il y a deux notions qui doivent nous faire réagir. La première notion, c'est non, la loi de Dieu n'est pas supérieure à la loi des hommes, nous sommes en République et nous avons des valeurs. Et deuxièmement, et je pense que l'actualité est très là-dedans, hein, c'est cette égalité garçon-fille pour lequel, j'allais dire, d'un seul coup, même si les filles ne portent pas le voile à l'intérieur de l'établissement, la loi de 2004 est une belle loi, une loi qui nous permet de fonctionner, mais nos filles portent des voiles transparents parce qu'elles s'auto-censurent, parce qu'elles n'ont plus le droit. Hein. Quand on voit que des filles ne viennent jamais habillées en jupe, toujours en pantalon, même si elles ne portent pas des vêtements religieux, elles sont emprisonnées dans des grands pulls ou dans des grandes capes pour pas qu'on voit leur corps. Donc je crois qu'on a un vrai combat à mener. L'éducation nationale, et notamment l'Académie de Marseille, a reproché à votre livre un certain anachronisme. Donc entre-temps sont intervenus les attentats de 2015. Est-ce que vous pensez que le problème, il est pris à bras-le-corps maintenant par l'éducation nationale, ou est-ce que pas alors, je pense c'est un reproche qu'on a fait à votre livre, hein, en disant il arrive à contre-temps. Oui, vous savez, le livre a été critiqué essentiellement par certains collègues chefs d'établissement parce que ça dérange. J'ai rompu l'omerta. Moi, si on me dit que le livre arrive à contre-temps, j'ai reçu sur Facebook, je ne l'ai pas amené avec moi, mais je la connais presque par cœur, une lettre d'une présidente d'association de parents d'élèves d'une école primaire proche du collège Versailles, qui dit on ne sait plus faire parce qu'on ne voit plus les mamans venir. On a... j'ai dit, le phénomène de la montée du religieux est tel que même à l'école primaire, les mères deviennent tellement sous l'emprise de certains imams. Hein, il ne faut surtout pas généraliser. Moi, ce que je pointe, c'est qu'on a une cartographie. Et quand, face à un des événements décrits dans le livre, les services des renseignements généraux, en 2004, nous donnent la cartographie d'un certain nombre de mosquées et les associations d'aide aux devoirs
ils sont liés, on prend peur. Aujourd'hui, effectivement, j'allais dire, la ville est tranquille, l'éducation nationale peut dormir tranquille. Dans le logiciel de signalement des incidents, on a des petites cases à cocher avec radicalisation. On a mis en place des référents laïcité par établissement, etc. Mais je crois que le problème, il n'est pas là. Le problème, il est qu'aujourd'hui, Jean-Michel Blanquer m'a fait l'honneur de me recevoir assez longuement. Un des problèmes de fond, c'est que quand la prof d'histoire géo dans son cours de 5e va aborder l'histoire des religions et s'entend dire « Mais madame, vous n'avez pas le droit d'en parler parce que vous n'êtes pas musulmane et en plus vous êtes une femme », il faut que nos profs soient préparés. Hein. On est un 11 novembre. Je pense qu'on ne doit pas laisser les profs comme des poilus s'empêtrer. On parlait des hussards de la République, mais moi, aujourd'hui, j'ai plutôt l'image de profs qu'on lance dans des tranchées boueuses sans leur donner le mode d'emploi. Elle est là, la solution, simplement, c'est former mieux les professeurs. Alors, former mieux les professeurs, et ça, je crois que le ministre l'a rappelé, et je crois qu'on peut tous être d'accord là-dessus, ne rien lâcher. Pas d'accommodement raisonnable comme nos amis québécois, c'est-à-dire que s'en tenir vraiment à une application rigoureuse et sans concession des principes de laïcité, et tout ça avec une formation des enseignants prête à réagir. Et d'un autre côté, une approche pédagogique qui doit faire aussi que... pour que cela se passe, quand un élève dit la loi de Dieu est supérieure à la loi des hommes, on ne peut pas lui dire non, t'as tort. Il faut être capable de monter une stratégie de dialogue pour le faire évoluer. Et pour ça, ça veut dire d'abord une formation des enseignants. Moi, je vais juste que j'ai le SNES contre moi, puisque j'ose dire, oui, dans ces collèges-là, c'est un métier spécifique et il faut une formation de 2 ans et il faut une reconnaissance de type agrégation des EP. Les gens de l'éducation nationale comprendront mon jargon, mais c'est hyper important de dire on ne fait pas le même métier qu'ailleurs. Je disais souvent à un de mes copains qui était adjoint à l'IEFM, directeur adjoint de l'IEFM, tu me fais des dermatologues et j'ai besoin de médecins du SAMU. Et je crois que dans cette métaphore, dans les 2 cas, ils sont bien médecins, dans les 2 cas, ils sont bien profs. Et pour en revenir, je crois aussi que nous devons d'avoir une position très particulière par rapport à l'islam. L'école n'est pas contre l'islam. L'école, elle doit faire que nos élèves musulmans puissent trouver dans ce qu'on apporte au point de vue éducatif une approche de l'histoire, de la culture liée à l'islam qui n'est pas l'islam qui est prôné par les salafistes. Qui est l'islam, ce que j'appelle moi l'islam des Lumières. Et je crois qu'aujourd'hui, on a tout un travail de bienveillance. Dans certains collèges, et j'ai été un des pionniers à le faire, on a essayé de se dire, un des moyens, il ne faut pas qu'on soit taxé d'islamophobe, de raciste. Donc il faut que l'école renvoie le change. Et renvoyer le change, c'est par exemple dire, on va enseigner la langue arabe. Qu'est-ce que mieux que de reconnaître à quelqu'un son existence, hein, je pense aux Catalans actuellement, hein, en quoi ils reconnaissent leur existence, c'est la langue. Et qu'est-ce qui se passe? On lance ça, le recteur joue le jeu, j'ai les moyens, et d'un seul coup, j'ai pas d'élèves qui s'inscrivent. Classe bilingue, 6e, de bons élèves, en se disant, c'est des bons élèves, ils vont faire de l'arabe, de l'anglais, etc. Et tout simplement, il y a un père d'élèves qui vient me voir et qui me dit, monsieur Ravet, on n'a pas inscrit nos enfants parce qu'à la mosquée, l'imam nous a dit que ce n'était pas le bon islam que l'on allait enseigner. Ça veut bien dire aussi, n'en déplaise, mon livre date peut-être, mais je crois que le poids du religieux sur certains quartiers fait que ces parents ont perdu leur discernement de citoyen. Et puis, au niveau des enfants, j'aimerais dire quelque chose. Je réécrirai ce livre aujourd'hui, je ferai un chapitre ou je ferai un titre quelque part, parce qu'au bout de tout ça, quand on inculque dès l'âge de 5 ans à des petits garçons et des petites filles que la loi de Dieu est supérieure à la loi des hommes, on fait des victimes. Des victimes parce que
d'un seul coup, ces enfants seront formatés et ils ne pourront pas se retrouver dans les valeurs du système républicain dans lequel nous vivons et seront fatalement, j'allais dire, dans une situation d'exclusion. Alors, l'un des autres reproches, c'est un livre qui a fait beaucoup parler, qui a été fait à votre livre, du point de vue des professionnels, d'enseignants, de chefs d'établissement. On vous accuse de généraliser, de partir de faits précis qui se sont produits dans certains établissements précis et finalement de dire dans ces 3 collèges c'est comme ça, finalement tous les établissements sont dans le même panier, les collèges français sont en proie à du prosélytisme très dangereux pour nos enfants. Il y a notamment un syndicat de principaux de collèges auquel vous apparteniez qui a tenu ces propos. Alors oui, moi je crois que là il faut être clair. J'ai jamais caché l'objectif du livre. L'objectif c'est de témoigner. Alors c'est intéressant parce que mon livre arrive depuis 2004. On n'a aucun témoignage écrit de chef d'établissement qui dit voilà, ça s'est passé comme ça dans mon établissement. À aucun moment, avec Emmanuel Davidenkoff, on a voulu faire de la théorie. On a voulu mettre des faits bruts. Petite question, vous aviez fait remonter, vous, au rectorat, à la bien sûr. hiérarchie, en dehors de ce côté public du livre, oui. Oui, puisque même, si vous voulez, le déclencheur, c'est que le fameux cas d'un surveillant prosélyte, donc qui a été un peu le déclencheur du livre, fait partie du rapport Aubin. Et quand Jean-Pierre Aubin, inspecteur général, est audité par la commission d'enquête parlementaire au Sénat après les attentats de Charlie Hebdo, parce que, j'allais dire quelque part, c'est le déclencheur où l'éducation nationale a réagi. Personne n'a osé dire qu'après la minute de silence, après l'attentat de l'école juive de Toulouse, il y a certains établissements qui ont eu des difficultés à la mettre en place. On a fait le silence radio. Je ne suis pas Charlie et la revendication via les réseaux sociaux après le refus de la minute de silence après les attentats de janvier 2005, lance la problématique qu'on ne peut plus le taire. Et moi, j'en reviens à mon syndicat de chefs d'établissement. Dans la même interview, il y a quand même un de mes collègues qui ose dire, et c'est maintenant le secrétaire académique, dans le Figaro, on a tous eu des surveillants prosélytes. Alors moi, si un syndicat de chefs d'établissement ose avoir des petits accommodements à la québécoise sur des surveillants prosélytes, où va le système ? Vous avez été confronté à des élèves qui ont refusé de la faire, cette minute de silence, vous, personnellement ? Alors, sur la minute de silence après les attentats de Toulouse, on a fait un conseil de guerre à la récréation et on a décidé que la minute de silence, on ne la ferait pas dans la cour, et qu'on ne la ferait pas à brut, parce qu'on savait très bien l'antisémitisme de nos élèves, et les pauvres, ils en sont les victimes. Je leur reproche pas, je reproche au système qui fait qu'ils puissent avoir des propos antisémites. Et donc, on avait trouvé un texte absolument fabuleux. Une prof qui l'avait dit, j'ai un texte là qui est intéressant, qui dénonce la mort. Qu'est-ce que c'est que la mort d'un enfant ? De la mort par guerre ou par attentat, et qui cite aussi bien plusieurs guerres dans ce texte. Et on avait distribué à tous les élèves ce texte, à l'heure dite, à 11h55 ce jour-là, tous les élèves ont lu le texte, et après, la prof a repris en disant « il s'est passé ces faits-là, et il n'y a pas eu de problème de minute de silence ». Je crois que là aussi, on ne doit pas... effectivement, tous les établissements ne se ressemblent pas, mais quand on est, je dirais... tout à l'heure, vous me posiez la question de la généralisation. Moi, j'assume le fait de dire, et je le développe assez longuement dans le livre, moi, j'ai choisi de faire l'essentiel de ma carrière dans ces collèges difficiles, dans ce que j'appelle les collèges du ghetto, parce que intellectuellement, j'étais en harmonie avec un certain nombre de mes idées personnelles. J'avais le sentiment d'être peut-être plus utile là qu'ailleurs, mais néanmoins, ces établissements-là
nécessite un traitement spécifique. Et je crois que ce qui dérange, c'est de dire aujourd'hui le système tel qu'il est a atteint ses limites et que l'on doit inventer des stratégies pour maintenir le service public. Vous dites l'une des clés pour y arriver, c'est de donner davantage d'autonomie aux établissements. Oui, alors il faut pas se faire piéger et on a un peu échangé là-dessus avec Jean-Michel Blanquer. L'autonomie, ça veut dire quoi? Et il répond dans une interview du Figaro, il précise un peu sa pensée. L'autonomie, c'est intéressant, mais plus un établissement autonome, plus un chef d'établissement est autonome, plus derrière, il doit avoir ce que j'appellerais le backstage pour que l'administration centrale, en cas de pépin, soit capable de l'aider à réagir. Et moi, ce que je dénonce dans ce livre, c'est que l'administration en 2004 était incapable de m'aider à réagir. Et c'est quand même malheureux, c'est dans les services de police que je retrouvais le plus d'aide. Oui, vous écrivez, hein, si je peux citer une phrase, l'éducation nationale, je lui envoyais des fax qu'elle entassait dans je ne sais quelle armoire. Tant qu'elle prévoit le nombre d'heures de cours, d'enseignants ou de surveillants requis par les textes, elle considère qu'elle peut dormir tranquille. Oui, je pense que... Vous n'aviez aucune réponse de l'éducation nationale? J'avais des réponses de « on ne sait pas faire, démerdez-vous ». Enfin, excusez-moi, c'était pas écrit comme ça. Mais j'allais dire, quand j'ai vu certaines réactions, j'ai toujours le souvenir d'une agression. Enfin, là aussi, hein, effectivement, ça se passe pas tous les jours, mais ça s'est passé quand des profs viennent en jupe et faire cours et se font agresser dans une rue, prennent des canettes et se font traiter de pute et de salope, et que on met en route toute une protection policière des profs, c'est-à-dire que les sorties de profs pour aller rejoindre le métro étaient faites sous protection de la BAC. Et quand on arrive, ça se passe de nouveau, et on arrive à prendre les jeunes barbus qui... la police les arrête, ils sont mis en garde à vue et la garde à vue se termine un mercredi à 18h et on arrive à 2h de l'après-midi, il ne s'est toujours rien passé et par le commissaire de police, j'arrive à avoir une ligne où j'ai enfin le procureur de la République. Je ne vous dis pas la discussion avec le procureur de la République qui me dit « Mais monsieur, vous influencez... » Parce que je savais très bien que s'il ne se passait rien, j'avais mon bahut en grève. Le lendemain, le procureur de la République me dit « Mais monsieur, vous allez contre l'indépendance de la justice ?» Je lui dis « Oui, mais demain matin, si un établissement est en grève, j'aurai aucun scrupule de dire à France Télévisions que c'est vous qui avait mis cet établissement en grève. Ah oui, si vous le prenez comme ça, je vais faire quelque chose. Bon, j'apprends dans l'heure qui suit, par les services de police, que le jeune homme est mis en centre de détention. Et une demi-heure après, on est un mercredi, hein, donc théoriquement, je ne suis pas censé travailler. J'ai sur mon portable le cabinet du recteur. Monsieur le recteur veut vous parler. Alors, le recteur me dit, Ravet, je sais que vous avez des problèmes, je sais que vous vous battez pour les régler, mais quand même, ménagez-moi le procureur de la République parce qu'il a très mal vécu votre intervention. Donc ça montre bien l'hypocrisie scolaire dans laquelle nous sommes, hein, c'est-à-dire Guédiguian a tourné à Marseille un film qui s'appelle « La ville est tranquille ». Moi, je disais souvent, il y a de mes amis marseillais dans la salle, Guédiguian devrait venir tourner Le collège est tranquille. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez le sociologue François Dubé de Bordeaux, qui a écrit sur l'hypocrisie scolaire. Notre système est un système pas de vague. Notre système est un système foncièrement hypocrite. Et je dis que mon ancien syndicat participe à cette hypocrisie. Quand des collègues osent dire que... Alors, effectivement, on a un logiciel, mais la difficulté, elle reste et elle demeure. Je prends un exemple. Aujourd'hui, quand des politiques me rencontrent, j'essaye de leur faire percevoir du doigt qu'on a laissé tomber tout ce qui est l'environnement social de ces établissements, et en particulier un angle d'entrée de certains fondamentalistes
dans les familles, c'est l'aide aux devoirs. Parce qu'on va aider les devoirs, et puis après on va dire aux parents « Ah, mais ton petit, il ne vient pas à l'école coranique, etc. » Donc, je dis, nous devrions mettre en place des diagnostics territoriaux de laïcité pour que les responsables, les chefs d'établissement, les directeurs d'école, les IEN, les gens de la protection médicale de l'enfance, enfin tous ces services, puissent savoir qu'est-ce qui se passe dans un quartier. Parce que vous avez une association d'aide aux devoirs, c'est une association loi 1901, mais à part les services de renseignement, personne ne sait qui y a derrière. Hein. Et dans d'autres quartiers, on parle beaucoup de la réislamisation, et c'est ce que j'ai vécu moi, mais certains collègues vous expliquent aussi que dans certains quartiers, on a des mouvements fondamentalistes protestants qui essayent de ramener les gens, les ultramarins et les gens d'Afrique qui ont été baptisés chrétiens sous la colonisation, qui sont immigrés en France, et on essaye de les ramener à des mouvements protestantistes ultra, par aussi le même système, l'aide aux devoirs, les associations sportives. Pour conclure, parce que le temps passe vite, oui. Est-ce que vous avez anticipé, est-ce que vous avez craint, quand vous avez écrit ce livre, des tentatives de récupération politique, et est-ce que vous en avez constaté ? Alors, oui, bien sûr, quand on écrit ce livre, et quand on l'écrit avec un de vos collègues, on a essayé de tout mettre en place pour éviter d'abord d'être traité d'islamophobe, et puis d'un autre côté, on attendait une récupération de l'extrême droite, qui a été finalement très discrète. Il s'avère qu'aujourd'hui, le candidat à la présidence des Républicains utilise très régulièrement le livre dans ses meetings. Alors parfois... Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, oui. Laurent Wauquiez. Et il a parfois, il dit oui, les politiques ne s'en sont pas emparés. Et là, je ne peux que lui donner raison. Parfois, il dit les médias ne s'en sont pas emparés. Et là, je pense qu'il a un peu tort. Mais je crois que Arte lui a remis les pendules à l'heure sur le fait, effectivement, les médias l'ont porté, ce livre. Et je tiens vraiment à dire que l'écho du livre dans les médias a été quand même quelque chose, pour moi, d'important. Par contre, c'est vrai qu'il y a un silence religieux des politiques sur l'ouvrage parce qu'il dérange. Et moi, je suis un homme de gauche, j'ai pas honte de le dire. Je trouve très dramatique le silence du PS ou le silence de Mélenchon face à ce livre. Voilà, on va être obligé d'en rester là. Merci. Merci à vous. Bernard Ravet. Merci à vous aussi. Merci.